Le projet de code minier qui est en étude va-t-il nous permettre de profiter enfin de nos ressources? Quand la validation du nouveau code, allons-nous véritablement vers un partenariat gagnant-gagnant ou est-ce que les géants miniers vont nous claquer la porte? Voilà pour les questions. Des éléments de réponse vous seront donnés par les invités que j'ai sur ce plateau. Il s'agit de M. Mamadi Magasuba, syndicaliste et secrétaire général du Parti républicain. Monsieur Akumba Diallo, journaliste spécialiste des questions minières depuis une dizaine d'années. Monsieur Aluseni Makanera Kake, président du Rassemblement national des indépendants RNI. Et monsieur Aïdara Mohamed Mousliou, conseiller juridique. Chers invités, bonsoir. Alors, pour commencer, je voudrais déjà, je l'ai dit tantôt, que la Guinée possède d'immenses ressources minières. Alors, pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ces ressources de la Guinée. Akumba, vous qui êtes spécialiste des questions minières. Vous avez raison, la Guinée est un scandale géologique et la Guinée regorge beaucoup de ressources minérales déjà identifiées, étudiées et d'autres en voie d'étude. Si nous prenons le cas de la bauxite, la Guinée c'est pratiquement 40 milliards de tonnes de bauxite. Et si nous prenons aussi le minerai de fer, c'est un peu plus de 20 milliards de tonnes en cours d'étude. Et les autres métaux aussi, ferreux et non ferreux, sont aussi présents dans notre sous-sol. Et c'est ce qui fait de la Guinée, si vous voulez, un pays qui occupe une place assez important dans la géostratégie mondiale des matières premières. Monsieur Magasuba, les experts disent que la Guinée recèle encore 16 siècles d'exploitation minière. Oui, effectivement, Madame Souma Tete Keita, selon les experts, avec le coût actuel d'exploitation des mines de bauxite, il nous reste encore 16 siècles possibles d'exploitation de minerais de bauxite seulement. Est-ce dire que la Guinée est une terre encore vierge et que nos ressources sont là pour toujours? Oui, bon, Madame Souma, c'est que je voudrais rectifier avant de continuer le débat. Lorsque vous avez dit que les ressources minières guinéennes ont été bradées aux yeux de tout le monde, je ne serais pas d'accord en tant que syndicaliste. Parce que vous le savez très bien qu'en 2007, il y a eu le plus grand mouvement social en République de Guinée qui a duré près de 2 mois. Mouvement causé par la mauvaise gestion catastrophique des ressources de la Guinée et la mauvaise gouvernance. Sur ce, le mouvement syndical guinéen s'est révélé le porte-flambeau. Là, c'était récent, mais voilà 50 ans que nous sommes indépendants, plus de 50 ans que nous sommes indépendants et que nous avons nos ressources, mais malheureusement, c'est peut-être il y a quelques années seulement qu'on a commencé à prendre conscience de cet état de fait. Oui. Lorsque la Guinée a eu son indépendance, il ne faut pas l'oublier, la Guinée est partie sur une base de zéro. Le colon avait claqué la porte avec tous ses biens. Il fallait démarrer sur une base de zéro et aller vers d'autres pays, et particulièrement les pays de l'Est et communistes. Sur ce, le régime du PDG était obligé de négocier pour ses ressources financières avec les pays de l'Est, mais sur la base de ses réserves minières. C'est ainsi qu'il y a eu des contrats miniers. Je prends OBK, je prends CBG, je prends FRIA. Et là, presque l'État guinéen n'avait rien. Si je prends le seul cas de l'OBK, la Russie a consigné cette convention avec la Guinée depuis les années 1971 en préservant que l'exploitation paye les dettes dans le cadre commercial avec la Russie et aussi dans le cadre des réalisations de la Russie ainsi que le coût d'investissement dans les mines de Kindia. Et si je prends par exemple le cadre d'investissement dans les mines, c'était environ 100 millions de dollars que la Russie a investi. Donc pour 30 ans, la Guinée n'avait rien. Là, c'était pendant la Première République. Il y a eu moins de problèmes dans le secteur minier en Guinée que ces 10 dernières années, M. Magasuba. Oui, voilà. Ça nous permettait le décollage. Oui. Mais la plupart des contrats de 30, 20 ans étaient déjà terminés. Donc, avec la Deuxième République, les données devraient changer
pour amorcer un véritable développement économique de la Guinée. Et c'est en ce moment que les problèmes ont commencé. Et bien sûr, voilà. Ça ne pouvait que commencer. Alors, M. Aïdara? Moi, je pense qu'il y a d'abord des précisions en amont qu'il faut relever ici. Le terme brader, je pense qu'il faut l'utiliser avec beaucoup de modération. Et messieurs les syndicalistes ou les camarades syndicalistes viennent d'expliquer un peu, mais je pense bien en filigrane, les premières utilisations qu'on a fait de nos mines. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. On a répertorié toutes sortes de ressources minéralières et minières en Guinée. Ça, c'est une chose, il y a l'existence. On a fait l'estimation de certaines matières, comme la bauxite et comme le fer. Ça aussi, c'est connu. Maintenant, il y a l'existence, il y a l'exploitabilité et il y a l'exploitation. Il y a les ressources, l'existence des ressources, c'est une chose. Il y a la répertoriation, connaître l'évaluation, la valeur de ces ressources, et il y a l'exploitation. Comme vous dites qu'on a répertorié toutes sortes de mines. Quand vous prenez aujourd'hui la dernière carte géologique de la Guinée, bauxite, fer, vous avez toutes sortes. Mais actuellement, on parle même de l'uranium, mais on ne peut pas exprimer, ce n'est pas encore quantifié, les réserves disponibles en uranium. Donc, c'est pourquoi c'est difficile de se prononcer. On parle de l'exploitation du pétrole. Bon, il y a une prospection qui est en cours. Attendons de voir les jugements que cette prospection va nous donner, l'estimation que cette prospection va nous donner. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a une quantification connue de la bauxite et du fer dans certains jugements identifiés et dont nous pouvons nous prononcer là-dessus. Mais pour ce qui est des autres, je pense que ça existe. L'or aussi, il y a beaucoup de contradictions pour ce qui est de la disponibilité des jugements. Bon, ça, nous ne allons pas jouer sur les chiffres parce que ça a tendance des fois à faire une confusion au niveau de la population. Donc, vous savez ce que ça a comme conséquence sur le terrain. Oui, ok. Monsieur Kaké, sur la question. Bon, moi, je voudrais tout simplement dire que depuis près de 37 ans pour la CBG et plus de 30 ans pour d'autres entreprises, notre pays ne ressent pratiquement pas les impacts de l'exploitation minière. On n'a pas besoin d'aller dans les bibliothèques pour aller s'informer, la réalité est là. Et justement, heureusement, oui. Moi je vis dans une des zones minières, c'est-à-dire Boké, où la CBG envoie en bon an mal en plus de 10 millions de tonnes. Et je vois dans quelles conditions la population de Boké vit avec la CBG. Donc, Monsieur Akumba, comment se fait-il, puisque tout à l'heure vous nous avez donné quelques ressources minières dont dispose la Guinée, comment se fait-il qu'on ait autant de ressources et qu'on soit aussi pauvre, aussi misérable? Je crois vous avoir compris. Je pense que quand vous parlez de bradage, vous interprétez le citoyen lambda. Et quand vous interprétez le citoyen lambda, il n'a aucune autre considération que les ressources guinéennes ont été bradées. Pour moi, je parlerai plutôt de la mauvaise gouvernance. C'est que la gouvernance que la Guinée a adoptée dans l'utilisation de revenus ici de l'extraction minière n'a pas répondu aux attentes des populations. Et puisque ces attentes n'ont pas été satisfaites, les populations estiment qu'on a bradé nos ressources. Cela dit, M. Makanera a pris le cas de la CBG. J'avoue que la CBG est une compagnie qui paye énormément de choses pour l'État guinéen, mais une fois encore, puisqu'il y a la malgouvernance, ça ne s'est pas répercuté sur notre niveau de vie. Je vous donne un cas, et je vous conseille le livre d'Ibrahim Assouma qui fait le récapitulatif. Il s'agit de l'avenir de l'industrie minière en Guinée. La CBG a payé un minimum, depuis 1973 à la Guinée, un minimum de 4 milliards de dollars. Imaginez que ces 4 milliards de dollars avaient été utilisés à bon escient, je pense que ça aurait répondu. C'était plusieurs fois le budget annuel de la République. Et si je prends le cas de la Norvège, qui a utilisé des mécanismes assez spécifiques dans la gestion des revenus miniers, en dépose ses fonds dans des entreprises à appel d'épargne, cela a produit de bénéfices, ça a permis à l'État de couvrir certains de ses besoins. Alors, je suis d'accord que vous interprétiez le citoyen lambda qui estime qu'on a bradé nos ressources. Je suis d'accord aussi qu'on interpelle le gouvernement pour lui dire tu as bradé parce que peut-être tu as très mal géré. Ceci dit, aujourd'hui, il y a
évidemment assez de ressources qui sont identifiées, mais pour le moment, ce n'est que des ressources qui se trouvent sous terre. Et il faut avoir des fonds d'investissement et de l'expertise pour pouvoir les valoriser et les mettre à la disposition des transformateurs pourvu que ces ressources quittent leur stade primaire pour qu'elles soient désormais utilisables. Et pour cela, il faut avoir des investissements. Et pour avoir des investissements, il faut avoir une politique attractive. Et pour avoir une politique attractive, il faut vraiment avoir un environnement des affaires assez fréquentable pour pouvoir mettre tout cela en valeur. Un environnement des affaires profitable à tous, on va revenir là-dessus. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'actuellement l'État est en train de faire en sorte qu'on révise ce code minier guinéen. On va revenir là-dessus. Alors, Madame, si vous permettez, oui. je voulais juste citer quelqu'un qui a écrit vraiment sur les ressources minières de la Guinée. Je parle de Jacques Larue qui a écrit Fria en Guinée. C'était l'ingénieur principal de la mission d'aménagement régional de la Guinée française qui a estimé que les ressources minières de la Guinée ne représentaient pas 2% de notre potentialité agricole. Je pense qu'il serait bon aussi de parler de ces domaines pour pouvoir amener la Guinée à satisfaire ses attentes. D'accord. Vous parlez, Akoumba, de la mauvaise gestion de nos revenus, j'allais dire, mais il y a aussi le fait que les contrats ont souvent été mal ficelés, ce qui fait que l'État guinéen profite peu de ses ressources. Je voudrais un autre intervenant, si tu permets, oui. Je crois que vous avez bien campé le dossier. La mauvaise gestion est partie du fait que des cadres corrompus, véreux, à un certain moment, ont voulu bien brader. La corruption est un système instauré en Guinée sous forme d'institutions. Certes, elle existe partout dans le monde, mais lorsque l'on doit donner une ressource à $100, alors qu'on donne à $100 et qu'on négocie au-dessus de $100 pour obtenir $102, ça c'est une corruption profitable à l'individu et au pays. Mais très malheureusement, la Guinée a connu le contraire. Non seulement les conventions signées à une époque donnée n'étaient pas faites par des spécialistes, seulement des volontaires qui avaient de l'ambition pour le pays, et avec les conditions de l'époque étaient bloquées à des niveaux donnés. C'est en principe, une convention doit passer par certaines voies légales. Mon frère, le juriste Saïdara, pourra me compléter. Il faut qu'il y ait des experts internationaux en matière de la fiscalité, en matière de la rentabilité, en matière de la gestion de l'environnement, tout ça, ça rentre dans le cadre de la révision d'un bon code minier. Mais, qu'à cela ne tienne, lorsque je prends Fria, comme mon frère Akoumba en parlait, Fria, la Guinée n'avait pas 2%. Mais lorsque Fria passait en 71, c'était Fria au départ, à Fria, alors la société était devenue mixte. Mais jusqu'en 71, Frigia était une société privée, exclusive, au compte de Pichini et ses alliés. Parce que les géants du monde ont fait ce qu'on appelle des projets enclaves contre la Guinée. Ces projets enclaves veut dire qu'ils ne viennent exploiter que pour leur propre intérêt et leurs besoins, sans regarder les besoins de la communauté où se passe l'exploitation. Les contrats, c'est une chose, bénéficier des recettes, c'est autre chose. Pour moi, l'exploitation, il faut être modéré. L'exploitation minière en Guinée n'a pas été qu'une mauvaise chose. On a vu des villes émerger à côté de ces zones d'exploitation minière. Si vous prenez Fria, dont nous parlons, vous prenez Kamsar, Sangaréji, ça c'est des villes qui ont été créées par l'exploitation minière, par les mines. Donc, ça c'est en termes d'emploi, on ne peut pas discuter que le secteur minier est le plus grand employeur du secteur privé en Guinée. Donc, si vous prenez des gens et des familles qui ont dépendu de ces exploitations, beaucoup ont vu leur vie changer quand ils ont commencé à travailler dans ces sociétés minières. Ils sont minoritaires, il y a très peu de personnes. Oui, non, bon, en termes d'emploi, c'est important. Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, dans le secteur minier, vous avez au moins 3000 personnes employées directes qui travaillent, sans compter les sous-traitants. Bon, et je dis que ça ne suffit pas, parce que par rapport aux ressources disponibles, on peut faire mieux. Maintenant, qu'est-ce que l'État lui-même a fait des revenus qui sont issus de ces recettes? Parce que moi, je pense que ces gens qui sont venus, qui ont fait ces contrats, pendant des années, on exploitait au vu aussi de tout le monde. Qu'est-ce que l'État
à travers ses représentants, a fait pour freiner, bon, puisqu'on estime que maintenant c'est pas rentable, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'État a fait? Si l'État n'avait rien fait, en termes juridiques, on dit que nul ne peut prévaloir de sa propre turpitude. Si vous avez laissé faire, vous reconnaissez que vous avez laissé faire, vous dites, ok, maintenant, stop, on change, on s'engage à une nouvelle politique. Mais on ne peut pas tout le temps dire qu'on nous a escroqués, on nous a bradés, parce qu'on était censé nous-mêmes, on ne nous a pas braqués pour signer ces conventions, on était censé regarder à tout moment, parce que le code est flexible, à chaque fois que mais justement, je pense qu'on est à ce stade aujourd'hui, on se rend compte que les contrats ont été mal ficelés et qu'il faudrait revenir moi, je pense que c'est relatif, pour que tout le monde soit un peu gagnant. Je vais vous donner un exemple. Prenez l'once d'or. L'once d'or, c'est que la Guinée, le taux auquel la Guinée vend l'once d'or, au même taux, le Ghana vend cette once d'or. Pourquoi le Ghana profite mieux que la Guinée? Une question, peut-être qu'on ne pourra pas trouver la réponse. Mais on l'a dit déjà, la réponse, c'est la mauvaise gestion. Voilà, le prix est la le mauvaise même. gestion. Le prix est le même. En quoi maintenant la Guinée va dire que non, nous, ça a été bradé? Parce que c'est le même prix que nous vendons au même prix que d'autres pays qui produisent. Prenez la bauxite. La bauxite de la Guyane, vous prenez le taux auquel la Guyane livre sa bauxite à un prix de transfert, c'est au même prix, peut-être ou plus que la CBG vend sa tonne de bauxite à l'international. C'est disponible aujourd'hui. C'est qu'on dit, tout le monde peut accéder à ça parce que c'est disponible. Nous sommes à l'ère de technologie de l'information. Voilà. Donc, pour cela, moi je dis que est-ce que l'État ne doit pas faire son travail, reconnaître qu'il a failli? S'il a failli, donc ne mettons pas à dire que c'est seulement les investisseurs qui nous ont fait ça, parce qu'ils ne nous ont pas braqués. On n'est pas obligé de faire une convention. Personne n'a dit que c'était les investisseurs. Non, parce que Bradé qui a commencé par dire que depuis 30 ans, il ne voit rien sur le terrain. Bon, si on ne voyait pas sur le terrain, l'État pouvait mettre fin à ça et dire aux gens là de partir. Parce que ça, c'est un fait. M. Makarena, je vous laisse réagir. Laissez-moi réagir. Voilà. J'ai vu mon frère, vraiment, je ne sais pas s'il défend les investisseurs ou bien s'il ne se positionne pas bien par rapport au débat. Parce que le débat qui s'oppose aujourd'hui, est-ce que l'exploitation minière en Guinée a atteint des objectifs fixés? C'est ça la question. C'est pas ça la question. La question ici, c'est ça la question. C'est le projet. Vous avez parlé. C'est le projet. On va le laisser un peu. C'est le projet du code minier. C'est ça l'objet du débat. Le reste là, c'est le détail que nous donnons. Entre autres, les détails. Je voudrais dire à M. Aïdara d'avoir la patience de m'écouter. Je l'ai écouté. Je vous en prie, allez-y. Non, c'est un débat. Je dis les objectifs assignés à l'exploitation minière, est-ce qu'ils sont atteints? C'est l'objectif qui nous amène ici. Même si on parle du code minier, quand on parle du code minier, qu'est-ce qu'on veut atteindre? C'est le développement économique et social. Je suis très étonné quand mon frère a dit tout de suite que la CBG a donné 4 milliards à la Guinée. J'ai sur cette fiche tout le montant que la CBG a versé à la Guinée depuis le début de l'exploitation de la bauxite de Kamsar en 1973 jusqu'à la prévision de 2010 qui doit être dans l'ordre de 92 millions de dollars. Tout ce que la Guinée a reçu, c'est 1 milliard 650 millions de dollars. C'est ce que la Guinée a reçu. Contre combien de millions de tonnes de bauxite parties. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que pour comprendre les problèmes réels, il faut aller au niveau des conventions que nous avons signées. Vous savez, au niveau de l'exploitation minière, vous avez plusieurs types de conventions. Vous avez la concession, vous avez l'association, vous avez la jointe venture, vous avez l'entreprise et vous avez l'entreprise d'État, l'entreprise publique. Le problème est là-bas. Si c'est la concession, l'entreprise qui exploite contrôle non seulement la mine qu'elle exploite, mais elle contrôle aussi la vente. Donc vous n'avez aucun moyen de contrôle. Alors que si c'est la jointe venture par exemple, vous contrôlez la production au moins. C'est la vente que vous ne contrôlez pas. Quel est notre problème aujourd'hui quand je prends le cas de la CBG? Vous savez, jusqu'en 90, c'était mixte. Jusqu'en 97. Après, le poste DGA a été supprimé, il y a un directeur général là-bas maintenant. Quand le directeur général est venu, la première des choses, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut désengager la CBG de toute la chaîne qui n'est pas de la production. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'optique
de diminuer le coût de production. Mais quand la CBG s'est désengagée de ces secteurs, lorsque vous prenez Nitrokémine à Sangaridi, quand la CBG faisait par an 4 millions de charges, Nitrokémine fait 6 millions et quelques de francs, de dollars. Donc il y a 2 millions et quelques qui vont comme ça inutilement. À la rentrée de Kamsar, juste quand vous rentrez dans la cité, avant d'arriver à la cité, avant d'arriver à l'ancien barrage, vous avez un parc en rentrant à Kamsar à votre droite. Le propriétaire de ce parc avait un camion 6 roues en 1993. Avec le désengagement, il a un parc qui coûte des dizaines de milliards de francs guinéens aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Quand ils ont dit de désengager la CBG dans ces secteurs, les responsables de cette société qui donnent les marchés ont créé leurs propres coopératives. C'est eux qui montent des projets, c'est eux qui donnent et c'est eux qui exécutent, ils facturent à leur volonté. C'est l'une des raisons qui font que la CBG aujourd'hui est en train de crouler. Mais l'État a toujours été là. C'est pourquoi aujourd'hui, l'État est en train de réagir. D'accord. Vous avez... Mieux vaut tard que jamais. Alors, oui, allez-y. Je voudrais dire à M. Makanera que je suis membre de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Mes chiffres sont sous serment. Je ne conteste pas son chiffre parce que je ne connais même pas la source. Alors, pour parler d'une convention minière, il faut d'abord savoir dans quel contexte elle a été négociée pour l'analyser. Si vous prenez la convention de Fria, parce que la société s'appelait effectivement Fria, il faut savoir que le colon avait décidé de délocaliser son industrie et de venir vers les pays jugés potentiellement riches pour construire des industries, peut-être pour se préparer à une riposte militaire. Donc, c'est une convention qui a été négociée sous la loi de l'Afrique occidentale française. Ce n'est pas sous la loi de la Guinée indépendante. Si nous prenons la convention de la CBG qui a été signée en 1963, le contexte est très simple. La Guinée était fermée de tous les investissements étrangers directs. On était considéré comme étant un pays qui n'était pas fréquentable. Il fallait trouver un déclic pour pouvoir amener les investisseurs vers la Guinée. C'est ainsi que le président Sékou Touré a accepté de signer la pire des conventions qui puissent exister. Parce que cette convention attribuait à la CBG, à Harvey Aluminium, toutes les ressources bauxitiques de la Guinée Nord. C'est-à-dire que c'est des bokeh à nos frontières avec la Guinée-Bissau. Mais c'était stratégique parce qu'il ne pouvait pas attirer un autre investisseur. Et avec qui il a signé ça? Avec une très petite société qui a revendu 2 ans après ses actions au centuple pour pouvoir engranger des fonds. Et qu'est-ce qui se passe dans l'industrie minière? Vous êtes toujours obligé de signer votre contrat à des prix très minorés. Parce que vous vendez la production 10 ans, 20 ans avant. Et celui qui achète la production 10 ans, 20 ans avant vous donne son argent. Il vous donne l'argent en avance et vous investissez cet argent pour réaliser vos infrastructures et vous produisez 5 ans, 6 ans après et vous lui restituez. Il encourt tous les risques. La baisse des prix des matières premières, la hausse par exemple des carburants fossiles, tout cela peut jouer, mais lui il ne peut plus revenir sur le prix. Tout cela entre dans le contexte. Maintenant, dire que la CBG était mixte, moi je pense qu'elle est toujours mixte parce que l'État guinéen a 49% des actions. 65% des bénéfices non taxables. C'est la taxe la plus élevée au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est James Soto de l'Université de Colorado qui le dit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est tous les experts qui ont travaillé sur la Guinée. Le problème de la Guinée, c'est quoi? En plus du problème des gouvernants, et d'ailleurs, c'est un problème de contrôle. Aujourd'hui, pour inspecter la SAG, je donne un exemple comme ça, il faut que la SAG prenne en charge les inspecteurs, il faut que la SAG donne les entrants aux inspecteurs, il faut que la SAG paye le transport, il faut que la SAG nourrisse ses inspecteurs. Voulez-vous que ces inspecteurs vous déposent un rapport honnête? Non, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que la Guinée sache ce qu'elle veut. Si elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne pourra jamais aboutir. Une entreprise, quand elle signe avec vous, c'est parce qu'elle est sûre de gagner. Et vous aussi, vous devez vous armer de tout ce qui s'ensuit pour que vous puissiez... Je vous donne
Je crois que M. Mamel Lamine Touré, qui a pratiquement créé le ministère des Mines, doit être mal à l'aise quand on lui dit que la convention de la CBG n'est pas bonne, parce que c'est lui l'auteur de la taxe spéciale. Il vit encore. Je pense qu'il est important qu'on reconnaisse à ceux qui nous ont précédés leurs valeurs et en améliorant ce qu'ils avaient fait avec ce que nous avons acquis à travers la modernité. Ceci dit, je tiens parfaitement à dire ceci et une fois encore, les premières lois minières de la Guinée n'avaient pas tenu compte de certains concepts qui n'étaient pas nés. C'est le cas du développement durable. C'était pas né, c'est récent, c'est un concept récent. Et donc nous devons nous adapter on avait et aussi améliorer. des urgences puisque le pays budgétaire. Et je voudrais terminer sur cet exemple. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement, nous avons l'expertise plus qu'en 1963. Mais aujourd'hui, nous signons des conventions qui sont pires que celles de 1963. Encore une fois, c'est pourquoi il est question de réviser le contrat minier. Alors, M. Magas, là-dessus. Oui, bon, je ne serais pas d'accord avec mon frère Aïdara lorsqu'il a dit, par ailleurs, que les sociétés minières ont fait naître des villes et ont fait vivre des familles. C'est quelque peu un abus. Quelle ville? La ville de Fria? Ça ne fait pas le village de Senko, qui est une sous-préfecture, alors qu'il n'y a pas à Fria pareil à Senko. Lorsqu'il dit que les mines emploient des dizaines, une dizaine ou plus d'une dizaine de cadres, d'employés, c'est bien vrai. Mais comparer ce que cette dizaine d'employés bénéficient par rapport à plus de 5 millions d'habitants. Alors, lorsque il n'y a au total que 15 320, je parle en syndicaliste, j'ai le chiffre. Donc, 15 320 travailleurs dans les mines aujourd'hui. Alors, 15 320 personnes, leur vie est la vie de 5 millions de personnes comparées. Donc, pratiquement, il n'y a pas eu d'impact de Fria sur la population de Fria et sur la ville de Fria. D'accord. De l'autre côté, pour répondre à mon frère, que les premiers, nos dévanciers, aient mal signé ou bien signé leur convention, ils n'avaient pas la compétence qu'il fallait, on en a parlé. Mais le problème, c'est que les cadres, lorsque vous partez en mission, au nom de la République, au nom de votre pays, en toute dignité et responsabilité, même si vous êtes pris en charge par les investisseurs, il s'agit du destin de votre pays et du destin de la postérité. Vous n'avez pas besoin de céder à la corruption. J'aurais bien aimé, juste un mot, j'aurais bien aimé. Il y a eu le scandale de Fria, oui. je ne sais pas, entre 1998 et 2000. Alors, entre le dossier Anaïm ou c'est CBG, d'Anaïm, lorsque les inspecteurs sont partis, ils ont décelé des chiffres. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez pas les traces de ces chiffres-là. J'aurais bien aimé encore une fois qu'il y ait sur ce plateau les cadres du ministère des Mines. Très bien. Et c'est pourquoi ils sont complices. Je ne fais pas d'exception, je parle en tant que syndicaliste. Madame, je ne voudrais pas défendre les cadres du ministère des Mines, mais je voulais juste relever un principe international en la matière. Quand vous parlez du secteur minier, vous mettez en jeu des milliards de dollars. C'est-à-dire une petite erreur de langage. En ce qui concerne le secteur minier, c'est des milliards de dollars qui s'en vont en bourse. Donc c'est normal. Je vous explique de quoi il s'agit. Quand on pense que les cadres du ministère des Mines refusent de venir parce qu'ils sont complices, je voudrais juste relever ceci. Les cadres du ministère des Mines ne sont pas les polices d'imposition de la production minière. C'est le Trésor public et le ministère de l'économie et des finances qui s'en chargent. Ce qui a rendu un mauvais service au projet en développement en Guinée, c'est le fait qu'on en parle de trop. Parce que les gens, ils trouvent que ce n'est plus la peine d'engager leur argent parce qu'ils font de l'épargne. Ils cherchent de quoi manger quand ils seront vieux, quand ils n'auront plus d'énergie. Ils se retirent et finalement le projet... Et c'est ce qu'on appelle la police des risques pays. La police des risques pays de la Guinée est très élevée parce que n'importe qui en parle. D'accord, donc... moi, je voulais terminer. Oui, on va revenir. Je voulais juste une dernière question pour justement Akumba. Il est donc question d'un nouveau projet de code minier.
On espère en tout cas que ça va bientôt être validé. Dans cette attente aujourd'hui, quel est le climat qui prévaut au niveau du monde minier, du secteur minier guinéen, au sein du secteur minier guinéen? Écoutez, c'est l'incertitude parce que les gens estiment qu'il n'y a pas de visibilité sur les objectifs qu'on voudrait bien atteindre. Et ils estiment qu'ils ne savent pas pour le moment sur l'empire de quelle loi ils vont continuer les investissements. Le projet de code minier en question se trouve entre les mains de presque tout le monde. C'est dans les journaux, tout le monde a la possibilité de prendre connaissance de ce projet. Un projet, pas le projet. Oui, de ce projet, d'accord. Vous savez, on a débuté la révision du code minier pratiquement après les mouvements de janvier-février 2007-2008. C'était cumulatif avec les contrats. Parce qu'on voulait réviser les contrats sur la base de quelle loi? On a dit non, avant de réviser les contrats, il vaut mieux avoir une loi sur la base de laquelle on va réviser ces contrats. Alors nous avons un code minier de 1995 qui a été jugé par tous les analystes du monde comme étant un code minier attractif, un code minier incitatif pour les investissements. Et sur la base de ce code minier, nous avons initié des méga-projets. Des projets pour les deux parties. Pour les deux parties, je vous explique. Pour la Guinée et pour les investisseurs. Pour la Guinée, alors, non, pour la Guinée et pour les investisseurs. Je vais vous donner un exemple. L'imposition sur les bénéfices dans le code minier qu'on est en train de changer est de 35%. Les bénéfices industriels... Je vous explique. Ce code minier de 95, l'imposition est de 35% sur les bénéfices industriels et commerciaux. Dans le nouveau projet, on va les baisser à 30%. Et pourtant, les 35%... Akoumba, on va revenir, s'il vous plaît, donne-moi une seconde. On va revenir longuement sur le code minier en question, mais je voudrais bien qu'on évolue un peu. Je vais, justement, puisque vous parlez du code minier, on rentre même dans le code minier maintenant. Je voudrais qu'ensemble, on suive donc un entretien avec M. Nawa Touré. Il est le président, justement, de la commission de révision du code minier guinéen. Ensemble, on va le suivre. Après, on revient sur ce plateau pour les réactions aux commentaires. M. Touré, est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel du processus de révision du code minier? Nous sommes à pied d'œuvre depuis juin 2009, date à laquelle la commission a été mise sur pied, avec l'objectif de réviser non seulement la loi minière, mais également de proposer les textes d'application pour cette loi minière. Et la commission a donc travaillé sans désemparer pendant plusieurs mois dans un processus itératif de discussion des diverses dispositions. Et puis finalement en janvier 2010, nous avons donc déposé au monsieur le ministre des Mines notre premier rapport sur ce processus de révision qui présentait non seulement l'avant-projet de loi minière auquel la commission avait abouti, mais qui également ramassait et présentait le processus suivi, la méthodologie utilisée, les étapes qui ont été franchies. En résumé, les étapes suivantes, c'était quoi? C'est qu'il fallait que nous puissions d'abord valider cet avant-projet de loi avec les diverses parties prenantes, dont en premier lieu les acteurs du secteur minier. Et ensuite, l'objectif était de faire valider ce projet de loi minière par un consultant international, de manière à pouvoir lui conférer toute la crédibilité que nous souhaitons lui conférer. En mars 2010, l'Agence française de développement, l'AFD, a bien voulu nous octroyer un financement qui nous a permis de recruter ce consultant. Et en raison du processus électoral qui était en cours à l'époque, finalement, le consultant a commencé sa mission qu'en décembre 2010. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ce projet de révision? Bon, ce projet de révision, nous sommes donc pratiquement à l'étape finale, dans la mesure où l'essentiel du travail du terrain du consultant a été complété au courant du mois de mars, même disons à la moitié de ce mois d'avril, et que nous sommes donc à l'étape aujourd'hui d'incorporation des dernières modifications. Et le nouveau président, le professeur Alpha Condé, a décidé de s'impliquer lui-même dans ce processus de révision du code minier. Il a donc pris l'initiative de mobiliser des personnalités et des ressources
très variés, non seulement à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale, pour aider à enrichir la réflexion, de manière à produire un code qui soit à la hauteur des attentes. La langue initialement établie avait fixé la fin du processus de validation de la loi minière à début juin 2011. Donc nous sommes encore dans le temps, sauf qu'il y a énormément de travail à faire. Alors, M. Touré, quelles sont les préoccupations de l'État guinéen quant à la révision de ce code minier? Avant de parler de préoccupations, peut-être il faut rappeler un peu le contexte dans lequel cela se produisait, aussi bien au sein de la population qu'au niveau des gouvernements en Guinée. Il y avait deux impressions générales, pour simplifier. C'était que les ressources minières étaient bradées, et deuxièmement, c'était que par les défauts, les faiblesses de gouvernance qui avaient été relevées à l'époque, un gel des ressources minières. C'était les deux sentiments qui prévalaient essentiellement. Donc dans ces conditions, on peut dire que la préoccupation de l'État guinéen en entamant cette exercice de révision était de s'assurer que le code minier est non seulement un outil de promotion du secteur minier, mais que ce soit un outil qui soit véritablement au service du développement socio-économique de la Guinée. Donc en tant que tel, il fallait qu'on puisse gommer ces impressions, c'est pas facile, mais gommer ces impressions de bradage des ressources et de gel de l'exploitation des ressources. C'était donc les préoccupations fondamentales au moment où on entamait l'exercice. Mais au cours de l'exercice, bien sûr, dans la relecture des dispositions, nous avons mis à jour un certain nombre de facteurs relativement importants sur lesquels il a fallu se pencher et voir dans quelle mesure il était possible de les amender, de les ajuster, n'est-ce pas, aux nouvelles préoccupations à la fois des populations et de l'État guinéen. Et fondamentalement, qu'est-ce qui va changer avec le nouveau code minier? Fondamentalement, ce qui va changer, c'est un peu la rectification de l'impression dont je viens de vous parler tantôt. Il faut corriger cette impression de bradage des ressources. Il faut également corriger cette impression, souvent fondée sur des éléments concrets, que les ressources minières guinéennes sont gelées. Et donc que globalement, l'exploitation des ressources minières ne contribue pas aux objectifs de développement socio-économique de la Guinée. C'est ça fondamentalement qu'il s'agit de corriger. Mais ce faisant, nous sommes parfaitement conscients qu'il ne s'agit pas simplement de faire une liste de vœux, une addition, une sommation, n'est-ce pas, de désirs. Il faut aboutir à un projet de code qui soit équilibré, qui soit juste, qui soit équitable, profitable à tous. Et c'est ça la difficulté de l'exercice. Je ne peux pas faire ici un bilan exhaustif de ce qui a été changé, ça nous prendrait peut-être une bonne heure pour les passer en revue. Mais pour vous donner quelques exemples des dispositions, s'il s'agit par exemple de la gestion on est convenu de réduire d'abord les superficies des permis de recherche. Un élément fondamental, nous avions la possibilité dans l'ancien code minier de passer par un processus normal qui est le permis de recherche, l'étude de faisabilité, la concession minière et la convention minière. Tout comme il y avait également un raccourci qui permettait de bypasser, n'est-ce pas, c'est ce processus-là, pour aller directement à la concession minière ou à la convention minière. Dans l'exercice de révision, nous avons estimé que cela a engendré énormément de problèmes de gouvernance, de problèmes de transparence et de problèmes d'intégrité dans la gestion des titres. Donc nous avons suggéré que dans la nouvelle loi minière, qu'une concession ne soit octroyée que lorsque l'étude de faisabilité présentée par le titulaire est approuvée par l'État guinéen. Il y a aussi au niveau des revenus de l'État guinéen, l'ancienne structuration de la taxation minière était basée essentiellement sur les prix FOB, ou ce qu'on appelle communément les prix de transfert. Et Dieu seul sait que ces prix de transfert sont hors de la maîtrise de la partie guinéenne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons suggéré que la taxe minière soit désormais assise sur la valeur de produits de transformation dont les prix sont établis
internationalement sur le marché et qui sont d'une crédibilité certaine, à la fois pour nous-mêmes, nos producteurs, et pour les acheteurs. On revient donc sur ce plateau. Vous venez donc de suivre M. Nawa Touré. Il est le président de la commission de révision du code minier guinéen. Alors, quelqu'un veut-il réagir? Bon, je voudrais tout simplement dire que le problème de révision du code minier se pose parce que nous n'avons pas atteint les objectifs. Pire qu'elle soit la convention que Sékou Touré a signée, j'ai la convention de 1963 ici, mais l'exploitation minière dans l'idée de Sékou Touré visait deux axes. D'abord l'industrialisation du pays, la rente dégagée par l'exploitation minière et l'industrialisation, développer l'agriculture. C'était ça la vision de Sékou Touré. Et la convention a pris en compte, c'est pourquoi je vais vous lire cette petite partie seulement. Il dit convention, en outre, indépendamment d'une obligation prise par le gouvernement et Hervé dans la convention séparée qui est mentionnée plus haut, à la date du commencement de l'exploitation commerciale de la bauxite de Boké, lorsque l'usine de bauxite calcinée et l'usine de fabrication de tôle ondulée et d'ustensiles de cuisine prévus dans la convention séparée mentionnée plus haut auront été réalisées au plus tard 3 ans après l'extraction et l'exportation de cette bauxite seront commencées. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Dans l'idée de Sékou Touré, 3 ans seulement après le commencement de l'exploitation de la bauxite, on pouvait faire non seulement de l'aluminium, les ustensiles, même des tôles sur place. C'était ça l'objectif. Parce que quand on transporte seulement la bauxite, on prend nos terres, on envoie. C'est le prix de la terre qu'on nous donne. Oui, vous avez suivi aussi M. Nawa Touré. Réagissez. Bon, je voudrais finir parce qu'il a dit, oui. Il a dit un fait ici, mais je veux attirer son attention par rapport à ça. Il dit que la taxe, les 35% sont les plus élevés. Mais ce qu'il n'a pas compris... À Kumba ou M. Kumba. Ce qu'il n'a pas compris, on dit taxe sur le bénéfice. Mais lorsque vous travaillez avec quelqu'un, vous ne maîtrisez ni la production, ni le prix de la vente. Mais le bénéfice, c'est ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il vous déclare. Si vous prenez les deux courbes là, c'est calculé de manière que, quelles que soient les conditions, pour nous maintenir dans une fourchette, ce que nous devons recevoir, c'est maintenu. Sinon, c'est extraordinaire. C'est en 2008, au moment de forte crise des crédits salés des États-Unis, que ça, en ce moment-là, nous avons connu une augmentation de notre part avec la CBG. D'accord. Alors, M. Aïdara. Moi, permettez-moi de répondre un petit peu à mon doyen concernant l'emploi auquel on s'est tiré tout de suite. Je le rappelle qu'au moment de la plus grande hausse de l'exploitation pétrole du Texas, dans les années 60-70, le Texas était la région la plus pauvre, la plus rurale des États-Unis d'Amérique, alors que son pétrole a ravitaillé le monde entier et permettait d'ériger les plus grandes gratte-ciel. C'est pour dire par là que quand on parle d'emploi, c'est à terme de ceux qui bénéficient, pas en termes de toute la population. Il ne faut pas dire que tout a été mauvais de bout en bout. Je pense qu'il faut être très modéré. D'accord, alors M. Magat, c'est à vous de réagir. Hein? Alors, l'intérêt de l'exploitation minière en Guinée n'a pas bénéficié à la population. Le président de la commission de révision vient de vous le dire. Les impressions au niveau du citoyen lambda font qu'on n'a plus confiance à ce que les dirigeants font. C'est pourquoi les remous sociaux de 2007, et on n'a pas fait de cadeau. Paix à son âme, le général Lansana Conté n'avait pas compris parce que son entourage ne lui disait pas la vérité. Et lorsqu'on lui a dit la vérité, il dit c'est possible qu'ils aient raison. Lorsqu'on était au camp, il dit on va, tout ça c'était du cinéma monté. Alors, il a compris, il est parti avec nous dans le changement. Et comme M. Akumba l'a dit, on a initié, et avec M. Nawa, on a commencé à voir qu'est-ce qu'il y a dans le code minier. Imaginez que vous avez trouvé que l'OFAB qui a fait la cité de Sangaredi, la cité chemin de fer de Sangaredi Kamsa et le port de Kamsa étaient déjà dans le portefeuille de la Guinée, dans le patrimoine de la Guinée. Mais ça n'a jamais profité à la population. Ça n'a jamais profité. L'ANEM a été créé, on a créé des problèmes. On dit non, il y a la mauvaise gestion. Au lieu de changer,
le système, les personnes qui géraient l'ANAIM, on a supprimé. On a mis quoi en place? Un système fantôme ACG qui était une société fictive. Voilà comment les recettes ont fui dans ce pays. Et lorsque l'ACG a quitté, tout récemment, alors on crée une autre société, la CINIM, qui n'a aucun acte officiel dans le budget et qui remplaçait l'ANAIM. C'est pourquoi le professeur, parce qu'il a toutes les informations, et les cadres l'écrivent, ainsi que la population, il a compris, il a dit... Il est personnellement assez impliqué dans informé, il dit non, la CINIM n'existe plus, c'est pourquoi la nouvelle structure des mines, la CINIM n'existe plus, c'est plutôt... Ils n'ont qu'à auditer la CINIM. Ça, c'est un aspect. Ça, c'est un autre débat. Je voudrais, si vous permettez... Je vais réagir rapidement par rapport à l'avis de M. Nawa. Bon, moi, je pense qu'il a dit quelque chose de fondamental, que les impressions de la population. Une impression peut toujours être différente de la réalité. Et il a dit aussi qu'ils sont d'ailleurs fondés. Il dit fondés sur les actes concrets. Voilà, il a parlé d'actes concrets. Je ne fais pas l'avocat du diable. Mais ce que j'ai retenu, ce que j'ai entendu. C'est fondé parce que, vu l'intensité des exploitations, lorsque je prends ma préfecture natale, Sigiri, avec la SAG, c'est un véritable crime qui se passe là. Un véritable crime. Et pourquoi on a laissé ce crime-là pendant tout ce temps? Sigiri n'a pas laissé ce crime. C'est tout le monde. Pour éviter ça, c'est pourquoi le professeur a eu bon sens de faire revenir le code minier pour qu'on le revise. Bon, moi je voudrais que monsieur le juge... S'il vous plaît, on va ordonner le débat. S'il vous plaît, M. Kaké, on va laisser ce magasin finir la vie. La SAG exploite, en plus de l'or, de l'argent, du cuivre, qui ne sont pas rentabilisés. À Sigiri. Oui. Et c'est pourquoi il y a des réactions au niveau de la population de Tintia et de Sigiri. Donc, heureusement, d'accord, M. Magas, je vais revenir. Il faut faire bénéficier la population environnante et riveraine directe. Tout à fait. Alors, M. Aïdara, M. Kaké, vous permettez une seconde? Laissez-le finir. Non, d'abord, vous d'abord, parce que tout à l'heure, vous disiez... Parce qu'il s'adresse à moi, apparemment. Je m'adresse à lui. D'accord, allez-y. Je voudrais que M. Aïdara nous dise, en tant que Guinéen, s'il est satisfait de l'exploitation minière de la Guinée. Moi, j'ai dit que dans le processus d'exploitation minière, le phénomène de révision a été mondial. À tous les pays, le Congo a révisé, ça n'a pas fait de bruit et de tapage. Le Ghana a révisé, le Congo a révisé, les deux Congos d'ailleurs. Même au Burkina, on exploite l'or, il y a eu des révisions, mais ça suit la flexibilité du marché. Il ne s'agit pas de dire que notre malheur a été parce que les gens ont mal exploité. Moi, je ne suis pas d'accord. Si aujourd'hui, la Guinée a pu décoller un peu, c'est parce qu'on a eu un minimum d'investissement qui a été éjecté. Il y a eu des années où la Guinée ne tenait que par les recettes minières. La Banque centrale, parce que la Guinée n'a jamais eu un fin de mois qui n'a pas été payé à ses fonctionnaires. Ça, c'est grâce aux petites et maigres recettes minières qu'on a eues. Si on n'avait pas ça, la Guinée serait en faillite depuis longtemps. Ça, c'est ce que je dis. Maintenant, revenons sur la réaction de monsieur le président de la commission de révision. Dites qu'il a parlé d'une impression. Une impression, j'ai dit qu'une impression peut toujours être différente de la réalité. C'est pourquoi moi je veux que l'affaire des mines, qu'on donne aux experts. C'est-à-dire qu'on donne aux experts. Parce que, mais justement, parce que la population, je vais vous dire, la population, qu'est-ce que la population voit? On prend la terre, on charge, on dépose au port, on exploite. Derrière l'extraction, derrière ça, il y a des investissements lourds qui sont liés d'abord en Guinée. Il y a un facteur qui rend l'investissement très difficile, le facteur énergétique, qui est très coûteux pour les investissements. Ensuite, le secteur minier, les engins sont très coûteux. Il y a tous ces investissements auxquels consentissent ces investisseurs qui ne font pas tout le temps que des bénéfices. Ça, c'est pourquoi les conventions... Moi, je voudrais réagir puisque à peu près, il a répondu... Maintenant qu'il y a un projet, je suis d'accord, j'ai commencé par dire que changer une loi relève de la souveraineté des États. Si l'État estime qu'il y a quelque part où il a été léger, qu'il corrige sans faire de tapage, qu'il appelle l'investisseur. On regarde, oui, comment on va faire? Il faut le projet maintenant. Juridiquement, une question, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Je voudrais que M. Aïdara retire le mot tapage. Il nous appartient, dans notre pays, de dire ce que l'on veut
sur le bien. Mais ça, c'est relatif. Hein? D'accord. C'est extrême de souveraineté. C'est une souveraineté relative, selon parce vous. qu'aujourd'hui, quand vous faites la question d'accord, vous faites appel aux Occidentaux. Je suis d'accord. Mais vous pensez que lorsque la compagnie de bauxite de Midi à Kassa, pour une exploitation de quelques 6 années, a eu à investir pour cause de besoin, parce qu'on avait besoin de le minerai. Vous oubliez que les minéraux de Guinée, parce que j'ai appris quelque part que les investisseurs peuvent faire d'eau. C'est un calcul très simple. Oui. Un calcul très simple. Lorsque vous trouvez votre intérêt là, vous discutez avec le propriétaire. D'accord. La chose. D'accord, s'il vous plaît. Effectivement, mon fils, pardon, M. Kaké. Moi, j'ai dit que c'est la méthode. Oui, oui. Moi, c'est sur la méthode que je ne suis pas d'accord. Ici, c'est moi qui commande. Donnez-moi la parole à présent, s'il vous plaît. Alors, à Kumba, c'est vrai que certains estiment que si l'État guinéen est trop gourmand, certains investisseurs dans le secteur minier pourront nous faire d'eau claquer la porte. Est-ce que cela est aujourd'hui encore juste, vrai, d'autant plus que l'État vient de signer un contrat et pas des moindres avec Rio Tinto. Écoutez, claquer la porte, je dirais... 700 millions de dollars. Je dirais qu'il faut duplier la position. C'est que quand il y a une instabilité juridique, quand l'environnement des affaires est menacé, les sociétés minières adoptent une position d'occupation à faible dose. C'est-à-dire, elles ont les permis, elles savent qu'elles ont le droit de premier refus et elles croisent les bras sans y investir. Parce que vous ne pouvez pas donner à une autre compagnie sur la même zone et que cette compagnie arrive à lever des fonds au niveau des institutions financières internationales. Donc ça devient un droit de premier refus. Je vous donne un exemple très banal. Le cas de Djandian. Souvent on retire Djandian, on donne à une telle compagnie, on donne à une autre. C'est que dès que la compagnie vient et qu'elle souhaite utiliser les instruments des marchés financiers, elle est bloquée parce qu'elle trouve que les banques sont déjà informées que c'est une zone conflictuelle et l'argent n'aime pas les zones troubles. Alors, puisque M. Makanera a parlé de la CBG, je reviens avant de donner mes appréciations sur la prestation de M. Navatouré. Il a parlé de 2008 que les revenus ont augmenté parce qu'un président était là qui engueulait les compagnies. Non. La clôture fiscale, c'est le 30 mars de l'année suivante. Les revenus qu'on a engagés en 2008, c'est les revenus ici de l'activité commerciale de 2007. La clôture a été faite en 2008. Ça, c'est... Ceci dit, je passe à une proposition. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus facile de gagner beaucoup d'argent avec les ressources que nous avons et que nous avons identifiées en respectant scrupuleusement non seulement nos engagements, mais en créant des sociétés de groupe. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on décidait qu'un bloc de 2 milliards de tonnes de bauxite appartenait à une société qui appartient à la Guinée, une société de droit, prenons un prix minoré de $10. 2 milliards fois 10, c'est quand même un capital qui devrait être consolidé et on va avec ça en bourse. On a l'une des sociétés les plus grandes et on pourra contrôler les aciéristes, on pourra contrôler les marchés de matières premières, on pourra être dans le LME et discuter avec les gens d'égal à égal. Il s'agit pas... Justement, à Kumba, le professeur Alpha Condé rassure que cette révision se fera dans le respect des lois internationales relatives aux affaires. Donc cela devrait rassurer. Je vous avoue, mon opinion est qu'il y a déjà des dérapages. Ce n'est que mon opinion. Oui. Il y a déjà des dérapages à partir du moment où on se tape la poitrine. On va prendre 35% des entreprises. Mais on a pris 35%. Je vous donne l'exemple de la CBG. On avait 49%. Monsieur Makanera a lu tout de suite la disposition de la convention qui prévoyait la transformation. Et cette transformation n'a pas eu lieu à cause de la Guinée. Parce que la Guinée était incapable de lever des fonds dans le capital d'investissement à hauteur de ces 49% dans le capital social. Et pour cela, les investisseurs se sont regroupés, ils se sont retirés, les investisseurs B, ils se sont retirés, ils ont formé un autre groupe, ils ont initié la raffinerie de Kamsar. Que vous pouvez le vérifier. La raffinerie de Kamsar, c'est Rio Tinto, Alcan, c'est Alcoa. Aujourd'hui encore, dans l'attente de la validation du code minier, est-ce qu'on peut penser que les investisseurs vont nous claquer la porte? D'autant plus que je reviens dessus, il y a eu un contrat et pas des moindres avec Rio Tinto. C'est le géant minier dans le secteur. Je vais vous dire une chose, mon opinion sur ce contrat. Oui. J'aurais mieux gagné en négociant avec tous ceux qui occupent le Simandou
et en faisant une société commune entre tous ceux qui occupent le Simandou. Je vais vous dire mes avantages. La première des choses, j'aurais inscrit mon nom au niveau mondial comme étant celui qui a rapproché Vale, Rio Tinto, Chinalco et BGR. Ça serait historique. La deuxième des choses, j'aurais imposé un revenu pour l'État, donc une amende qui ne sera pas prise en charge dans les frais financiers à toutes les transactions fusion-acquisition qu'il y a sur le Simandou, et j'aurais gagné au moins 2 milliards. Parce que BGR a fait une transaction de 2 milliards 500 millions, Rio Tinto a fait une transaction d'1 milliard 300 millions, j'aurais au moins gagné 2 milliards. Et la troisième des choses, j'aurais contrôlé les marchés mondiaux et j'aurais même discuté avec le London Metal Exchange parce que j'ai les réserves de fer les plus connues au monde et les plus importantes. Donc 700, voilà. 700 millions de 700 millions de dollars. Ce n'est pas un excellent contrat pour l'État guinéen. Aujourd'hui, on sait qu'on a des besoins puisque les caisses sont pratiquement vides. Vous voulez réagir? Voilà le contexte qui complique la négociation. Bon, je voudrais réagir rapidement. Quand il a parlé de 2008, j'ai déjà la prévision de 2011. Nous sommes en quel mois maintenant? C'est au rouge. Jusqu'à présent, la CBG n'a pas dit combien nous devons avoir cette année. Moi, je vous dis, les informations que je vous donne, c'est précis. Vous pouvez... Attendez. Mais vous avez eu suffisamment... Mais vous avez eu suffisamment de temps de parler. On va ordonner le débat. Vous êtes spécialiste en questions minières. Vous racontez des chiffres par illusion. Vous avez parlé de 4 milliards. J'ai le chiffre. Si vous me donnez quelle année la Guinée a reçu, combien je vous donne. Le nombre d'employés, le nombre de tonnes de bauxite transportées, et le prix par tonne de bauxite. Mais le coût, je vous donne tout. Vous ne pouvez pas le donner parce que les chiffres que vous avez ne disent pas si vous avez des revenus directs issus de l'exploitation de la CBG ou si vous avez des revenus indirects. Moi, je vous parle des revenus globaux. Non, moi, je s'il vous plaît, je prends la parole, monsieur. Attendez, mais je vais l'aider parce qu'il ne comprend pas. Vous êtes invité sur ce plateau pour un débat, pas pour un combat. Pour s'il son vous plaît. information. Je voudrais qu'on évolue. Je voudrais maintenant donner la parole à monsieur Magas. Bien, madame, je crois qu'il faut recentrer le débat et rehausser le niveau. Pour cela, je reviens à ce que monsieur Akumba dit du code minier de 95. Je ne suis pas spécialiste des mines, mais je suis là de droit, citoyen, syndicaliste et politicien. Conséquence, je dois m'intéresser profondément sur ce qui se passe en matière de gestion de mon pays. Je compare, je fais un tableau de comparaison en tant qu'enseignant. Je prends, il n'a qu'à se rappeler, je prends l'article 6 du code minier 95 et l'article 6 du même code minier en projet de révision. Vous trouverez que l'article 6 du code minier 95, comme il a fait l'apologie de ce code minier, qui me paraît très caduc, parce que ce qui est extrêmement dangereux dans ce pays, que nous-mêmes, se disant spécialistes dans un domaine, qu'on refuse d'expliquer terre à terre aux citoyens lambda de Balaki, de Nunkunka, la vraie version. Et en termes clairs, si cela ne se passe pas, il y aura toujours des crises. C'est pourquoi l'article 6, en tant que citoyen lambda de Nkunkan là-bas, dit, pour le code en révision, on a fait une catégorisation hiérarchisée des minéraux de mines en Guinée. Catégorie 1, bauxite et fer. Catégorie 2, substances précieuses, substances métalliques, etc. etc. Oui. Or, dans l'ancien code de 95, il n'existe pas. En plus, le changement de classification, seulement en 95, on dit que le changement de classe des minéraux dépendait seulement du seul ministre des Mines, par arrêté. De l'autre côté, le même code dit il faut que si l'exploitant, c'est-à-dire l'investisseur, constate au cours de sa gestion la découverte d'un autre type de minerai, il peut demander au ministère des Mines le changement de classe d'une catégorie à une autre. D'accord. C'est un code minier de 95. Hein? Et bon, jusqu'ici en vigueur parce que le nouveau code n'est pas validé. Le nouveau code définit le nouveau code, l'avantage, comme M. Nawar l'a dit, l'avantage, la durée d'exploitation prévisionnelle est définie égale ou supérieure à 20 ans. Dans le nouveau code en projet, on dit il n'y avait pas dans l'ancien code
les taxes douanières dans l'article 11. D'accord. Or, Donc, on voit monsieur- les taxes douanières et on exige pour un départ d'investissement pour les 6 premières années un investissement de 50 millions de dollars. D'accord. Donc, voilà, peut-être qu'on aura l'occasion... Une petite réponse, s'il vous plaît. Alors, Elle sera très brève. alors- Elle sera très brève. D'abord, pourquoi on a catégorisé? On avait des taxes au développement communautaire au cas par cas. Il fallait maintenant avoir une taxe. C'est pourquoi on a dit 0,5% du chiffre d'affaires pour la catégorie 1. 1% pour la catégorie des substances minières. La convention de la SAG Oui. ne stipule que des procédures liées à l'or. D'accord. Comprenez, Voilà. les minéraux associés se trouvent dans tous les minéraux. C'est des minéraux qui sont à faible quantité, à faible pourcentage de présence. Donc, c'est des minéraux qui, technologiquement, on ne peut pas les récupérer ici. Je suis Voilà. pas d'accord. Non, non, Je suis excusez-moi. pas d'accord. Madame, je suis d'une zone, de la zone la plus aurifère de la République. D'accord, je me rends compte, M. Maga, s'il vous plaît. L'or se rencontre au même plan que l'argent. D'accord. Alors, je vois que le sujet est assez intéressant et qu'il se pourrait qu'on se retrouve pour en débattre amplement. Mon temps d'antenne est pratiquement terminé. Je vais donc une fois de plus remercier mes invités ici présents, espérant en tout cas les revoir très prochainement sur ce plateau. Il s'agit donc de M. Alouseni Makanera Kake, M. Akumba Diallo, journaliste, M. Mamadi Magasouba et M. Aïdara. Voilà, donc à tous, je vous dis grand merci. À vous, téléspectateurs, j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette émission Grand Dossier qui était donc ce soir consacré à la révision du code minier guinéen. Encore une fois, merci et je compte vous retrouver dans 4 semaines pour un autre sujet. Bonsoir et merci.